Soirée du 29 août 2015. Les collines paisibles de Bristol, Tennessee, résonnèrent d'un son terrifiant. Il était environ 17h45 lorsqu'un résident local fut tiré de son sommeil par le bruit d'une fusillade. Dans cette région du Tennessee, entendre quelques coups de feu n'était pas si inhabituel. La chasse était courante et la plupart des gens n'y prêtaient pas attention. Mais cette fois, quelque chose était différent. Niché au cœur des collines vallonnées du comté de Sullivan, Tennessee, au bout d'une route de terre sinueuse et étroite, se trouvait une maison tranquille, à l'extrémité de Hanson Road. Ce n'était pas grand-chose, juste une maison mobile double, blottie entre les arbres et le silence. Mais pour la famille Rose, c'était tout. Le terrain appartenait à Curtis et Lena Rose, un couple qui avait passé des décennies à construire une vie là-bas. Il n'était pas rare de trouver plusieurs générations sous ce toit, enfants, petits-enfants, voire des amis de passage, tous partageant l'espace d'une maison qui s'était agrandie pour les accueillir. C'était le Tennessee rural, le genre d'endroit où les voisins vivaient assez loin pour jouir de leur propre tranquillité, mais assez près pour entendre quand quelque chose tournait terriblement mal. N'importe quel autre jour, le craquement sec d'un coup de feu n'aurait peut-être pas suscité d'inquiétude. Après tout, c'était une zone de chasse. Le son était familier, presque normal. Mais ce jour-là, ce n'était pas un ou deux tirs. C'était une rafale rapide, l'un après l'autre, trop nombreux, trop rapides. Puis vint le pire son de tous, un silence absolu, le genre de silence qui vous serre la poitrine. Quelque chose n'allait pas. Juste un peu plus loin sur la route, à l'intérieur d'une maison mobile double sur Hanson Road, 3 personnes gisaient mortes. Une mère, un beau-père, une grand-mère et 6 enfants, terrifiés, pétrifiés et indemnes, venaient assister à tout cela. Ce qui s'était passé ce jour-là allait changer le cours de tant de vies. Un autre voisin, Daryl Gray, était assis dehors lorsqu'il entendit la même rafale de coups de feu. 10 à 12 tirs, rapides et tranchants, déchirant le calme du soir. Puis vint le son qui lui tordit l'estomac. Quelqu'un criait. Cela ne dura pas longtemps, peut-être 30 secondes, peut-être moins. Et puis, comme si quelqu'un avait claqué une porte sur le chaos, le silence revint. Mais ce que Daryl vit ensuite resterait gravé en lui, pour toujours. Un homme surgit en courant de l'allée de gravier de la maison, au 618 Hanson Road. Il semblait paniqué, désespéré même. Il courait vers une voiture, essayant de s'échapper, et juste derrière lui, une autre silhouette, un assaillant armé, levant une arme et tirant encore. Daryl observa, stupéfait, alors que l'homme atteignait enfin la voiture, sautait dedans, et que le véhicule démarrait en trombe, soulevant la poussière en s'éloignant. Quelque chose de terrible venait de se passer dans cette maison, et le cauchemar ne faisait que commencer à se dévoiler. Quelques minutes après que les coups de feu se furent tus, la propriété grouillait de lumières clignotantes et d'officiers armés. La scène à l'intérieur de la maison était rien moins qu'horrifique. 3 adultes, tous mortellement touchés, et 6 jeunes enfants, certains cachés, d'autres pleurant, tous trop choqués pour parler. À l'intérieur de la maison, sur Hanson Road, 3 générations vivaient sous un même toit. Ce n'était pas juste une maison, c'était le cœur d'une famille, construit sur 40 ans de mariage, de dîners tardifs, de jouets transmis et de secondes chances. Mais ce soir d'août, tout changea. Lena Marie Rose, 57 ans, était la matriarche, le genre de grand-mère qui avait tout vu et trouvait encore des moyens de garder sa famille unie. Pendant 4 décennies, elle était restée aux côtés de son mari, Curtis Rose, bâtissant un foyer non pas seulement avec des briques, mais avec de l'amour, du travail acharné et une force
que seul le temps peut forger. Elle était stable, discrète, et celle qui maintenait la famille soudée. Elle mourut dans cette maison, sa maison. Sa fille, Tasha Milhorn, 39 ans, était une lumière dans ce foyer. Les gens la décrivaient comme joyeuse, facile à approcher, toujours souriante. Elle était mère de nombreux enfants, 2 avec son mari, James, et d'autres de relations passées. Mais le nombre importait peu. Si vous étiez à elle, vous étiez aimé, sans condition. Elle avait épousé James Milhorn environ 4 ans plus tôt. Ensemble, ils tentaient d'offrir à leurs enfants le genre de foyer que chaque enfant mérite. Tasha ne sortit pas de la maison non plus. James Milhorn était plus qu'un père de famille. C'était un héros dans sa communauté, ambulancier et pompier. Il avait passé des années à se précipiter dans le danger pour sauver les autres. Il aimait les vieilles voitures, les outils et les mains pleines de cambouis. Un réparateur dans l'âme, il fut retrouvé sur le porche, respirant encore, mais à peine. Il mourut plus tard à l'hôpital, une vie de plus, envolée. Mais peut-être la partie la plus cruelle de tout cela, 6 enfants étaient dans la maison quand cela s'est produit. Certains étaient ceux de Tasha et James. D'autres venèrent de chapitres antérieurs de la vie de la famille. L'un n'était qu'un ami en visite. Le plus jeune sortait à peine des couches. Le plus âgé, seulement 7 ans, fut blessé mais survécut. Et bien qu'aucun d'eux ne fût gravement touché par les balles, tous furent blessés d'une manière qui ne se voit pas sur une radiographie. Ils entendirent les cris, ils virent le sang. Ils sentirent la terre trembler sous leurs petits pieds. Ils survécurent, mais ils ne seraient plus jamais les mêmes. Et puis, il y avait 2 membres de la famille restants pour raconter 2 versions différentes de la même horreur, Curtis et Seth Denton. Curtis était l'homme armé, poursuivant le garçon qui s'enfuyait de la maison, tirant des coups de feu depuis son arme. Mais il avait une raison. Ce garçon, Seth, avait tué toute sa famille. Alors Curtis avait tout à fait le droit de le tuer aussi. Alors, qui était le méchant? Dans les jours suivant la fusillade, la version des événements de Curtis Rose façonna toute l'enquête. Un grand-père découvrit sa fille, son gendre et sa femme abattus. Un petit-fils à proximité, pâle et secoué, lui disant « Appelle le 911, quelque chose de terrible est arrivé. » Mon attention, je m'en fiche de ce qui se passe à côté de la caravane, ou quoi que ce soit. Mais il a attiré mon attention. Qu'a-t-il dit? Il a dit d'appeler le 911. Où est-il allé? Il est descendu par l'allée, a commencé à courir. Et il marchait. Il ne courait pas, mais il marchait vite. Eh bien, je suis allé, j'ai ramassé un solide sur tout. Je suis retourné, je suis entré dans la maison. Et ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, ma fille, elle était affalée sur la table. Elle était à la table, affalée. Que fais-tu ensuite? Eh bien, je suis allé à travers la maison, à la recherche de Marie, ma femme. L'as-tu vue? Je ne l'ai vue nulle part. Et finalement, je suis retourné dans la chambre, puis dans le salon, et Saint James, il était allongé sur le porche d'entrée. Je ne sais pas vraiment s'il m'a appelé ou quoi, mais il a attiré mon attention. Je suis allé dans la cuisine, et je l'ai trouvé entre la table et le réfrigérateur. Dans quel état était-elle? Elle était morte. Et ta fille, Tasha, elle était morte? Et tu l'as vue? Elle était morte. Après avoir vu ma femme, je suis allé dans la chambre pour prendre une arme. Je suis monté dans la camionnette et je suis descendu au bout de l'allée. Waouh! J'allais le tuer. Puis la poursuite, un suspect blessé, un fusil abandonné, une famille dévastée. La police avait ce qu'elle pensait nécessaire. Mais lorsque l'affaire atteignit enfin une salle d'audience, 3 ans plus tard, quelque chose changea. Seth Denton, maintenant plus âgé, plus calme, toujours marqué par la cicatrice sur son bras,
reçu par le coup de feu du fusil de son grand-père, raconta une histoire différente, et sa version ne correspondait pas du tout à celle de son grand-père. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qui avait tiré sur qui. Il s'agissait de ce qui s'était passé avant le bain de sang, les tensions à l'intérieur de la maison, les années de conflit et une dynamique familiale loin d'être normale. Selon Seth, il n'était pas le monstre que la police croyait. Il affirmait que Curtis avait déformé ce qui s'était vraiment passé ce jour-là, le dépeignant comme le méchant tout en cachant son propre rôle. Bien que Seth ait admis posséder le fusil et porter des munitions, les détails médico-légaux soulevèrent des questions. Seth et Curtis avaient tous deux du sang sur leurs chaussures. Plusieurs témoignages pointaient la haine de longue date de Seth envers sa mère, disant même qu'il avait parlé de vouloir la tuer. Mais était-ce suffisant? La salle d'audience devint un champ de bataille de témoignages contradictoires. L'un des deux mentait, soit le grand-père qui avait poursuivi son petit-fils et prétendait être le héros, soit le petit-fils qui insistait sur le fait qu'il ne l'était pas. La vérité restait embrouillée, car même après toutes les preuves, les témoins, les larmes des enfants survivants et le verdict final, une chose restait claire pour tous. Toutes les tragédies familiales ne sont pas aussi claires qu'elles le semblent. Et autrefois, cette maison qui ressemblait maintenant à un cimetière était remplie d'amour et de rire, loin de l'ombre maléfique du méchant qui se cachait parmi eux. Pendant des années, l'affaire semblait simple. La police pensait avoir les faits. Ils avaient un homme blessé par des coups de feu, un fusil retrouvé près de la maison, des douilles correspondant aux balles et l'histoire claire d'un grand-père racontant l'horreur et l'héroïsme. Mais dans la salle d'audience, tout commença à changer. Alors que le procès se déroulait, la version de l'histoire de Seth Denton vit enfin le jour. Il m'a dit qu'elle avait une maison ou une caravane ailleurs. Je ne me souviens pas précisément, mais elle m'a dit qu'elle n'était pas là. J'avais l'impression que ma mère n'était pas là. Et ce qu'il décrivit ne correspondait pas à ce que le monde avait entendu pendant les 3 dernières années. Ces mots entraient en conflit direct avec ceux de Curtis Rose, le seul autre adulte survivant de la tragédie. Je pensais qu'il allait me tuer. C'est ce que je vivais à ce moment-là. Pourquoi pensais-tu cela? Eh bien, parce que je venais de le voir tirer sur ma mère. C'est juste ce que je pensais. Chaque homme s'assit dans cette salle d'audience et pointe à l'autre, non pas avec leurs doigts, mais avec leurs histoires. L'un d'eux mentait. Le jury devait simplement déterminer lequel. Oui, Seth admit qu'il avait acheté le fusil utilisé dans les meurtres. Oui, il avait des munitions sur lui lorsque la police l'a rattrapé. Mais il y avait plus. Les chaussures de Seth et de Curtis étaient tachées de sang. Ce détail à lui seul ouvrit une brèche dans l'affaire, assez large pour que le doute s'y glisse. Cela signifiait que Curtis, qui disait être resté dehors tout le temps, aurait pu être à l'intérieur de la maison où la fusillade avait eu lieu. As-tu donné le fusil à ton grand-père? À un moment donné au cours de la conversation. Vraiment, je ne suis pas un homicide. Et ensuite, que s'est-il passé? Je l'ai suivi dans la maison, m'attendant à voir s'il avait des munitions ou une raison quelconque. Vous savez, ce genre de choses. Si cela était vrai, alors quoi d'autre ne l'était pas? Curtis affirmait qu'il avait simplement trouvé les corps et poursuivi Seth par fureur. Les forces de l'ordre le croyaient. Sa version, que Seth était entré dans la maison, avait effectué une attaque de style exécution rapide et avait fui, devint la base de l'enquête. Mais maintenant, avec des témoignages contradictoires et des preuves physiques peignant un tableau plus complexe, l'affaire de l'accusation n'était plus aussi étanche qu'elle le semblait autrefois. Qui a vraiment appuyé sur la gâchette ce jour-là? Pourquoi 2 hommes de la même famille racontaient-ils 2 histoires totalement différentes? Et le plus effrayant de tout, c'était la vérité encore cachée
derrière la loyauté, la peur ou quelque chose de pire. Alors que la salle d'audience se remplissait d'une tension silencieuse, l'accusation commença à explorer la vie de Seth Denton, 19 ans. Et ce qu'ils révélèrent n'était pas seulement de la colère. C'était de la haine, froide, ancienne, dangereuse. Témoin après témoin se présenta. Amis, voisins, l'un des premiers et des plus déchirants témoignages vint d'une jeune enfant qui était dans la maison, la nuit des meurtres. Petite et à la voix douce, elle monta à la barre avec une assurance qui fit taire la salle. Ses mots étaient de ferme, inébranlables. Elle avait vu ce qui s'était passé, de près. Son récit était douloureusement clair. Seth était entré dans la maison, et puis les coups de feu commencèrent. Son témoignage trancha dans le bruit. Elle n'avait pas entendu d'histoire de seconde main, ni vu de photos de la scène de crime. Elle l'avait vécu, et sa mémoire, intacte des agendas ou des stratégies, devint l'un des outils les plus dévastateurs de l'accusation. Mais ce n'était pas seulement la voix de l'enfant qui peignait ce tableau. L'accusation commença à retracer l'état d'esprit de Seth, montrant que la fusillade n'avait pas été aléatoire ou spontanée, mais quelque chose qui couvait depuis des années. Un ancien colocataire décrivit comment Seth parlait souvent de la profonde rupture avec sa mère. Il disait qu'il voulait la tuer. A-t-il dit comment il voulait le faire? Il a dit qu'il voulait partir en furie. Oui, je ne sais pas s'il l'a jamais dit par messagerie instantanée ou autre, mais je me souviens définitivement qu'il l'a dit. Tu n'as jamais vérifié s'il l'avait fait, n'est-ce pas? Non, d'accord. Pas d'autres questions. Savais-tu qu'il l'a dit verbalement? Tu veux dire en ligne? Oui. Pas de doute là-dessus. Non, ouais, il l'a définitivement dit. Ce n'était pas le genre de tension familiale habituelle. C'était une haine qui semblait devenir plus lourde avec le temps. Il en parlait ouvertement, de vouloir lui faire du mal, de la rage qui vivait juste sous la surface. Un autre ami se présenta ensuite, révélant que des mois avant la fusillade, lui et Seth étaient allés ensemble dans un magasin de surplus militaire. Seth avait acheté 2 fusils à haute puissance, un Mauser turc et un M1 Garand américain. Tous deux des reliques de guerre, choisis non pas pour le sport, mais dans un but précis. Les deux partageaient un intérêt pour les reconstitutions de la Seconde Guerre mondiale, mais quelque chose dans l'intensité de Seth persistait. Ce qui ressortit le plus, cependant, c'était ce qui s'était passé après les meurtres. Le jour même où sa famille fut retrouvée morte, Seth passa un coup de fil à cet ami. Son ton, selon l'ami, était étrangement calme, presque réfléchi. Il le remercia d'avoir été un bon ami et laissa entendre que quelque chose avait craqué. Pas de panique, pas de peur, juste une reconnaissance plate et creuse de ce qui s'était passé. Puis vinrent les preuves médico-légales. Un agent du TBI témoigna sur les tests ADN effectués sur les armes et les vêtements récupérés cette nuit-là. Les résultats étaient sombres. Le fusil M1 Garand, bien qu'affichant un profil mixte, avait Seth comme principal contributeur. Une veste de camouflage, celle que Seth portait, était tachée de sang. Les tests révélèrent exactement de qui il s'agissait. Le sang de Tosha Milhorn, sa mère, imprégné dans ses vêtements. C'était le genre de preuve qui n'avait pas besoin d'élaboration supplémentaire. Entre les témoignages, les appels téléphoniques, les menaces et la piste médico-légale, l'accusation avait créé un récit impossible à ignorer. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qui aurait pu le faire, il s'agissait de savoir qui s'y était préparé. La mémoire de l'enfant, les avertissements de l'ami, le sang sur la veste et le fusil sur la table, tout pointait vers une seule personne. Et même si la défense essayait de peindre une autre version de l'histoire, une vérité commença à s'élever au-dessus de tout le bruit. Seth Denton se dirigeait vers ce moment depuis longtemps. Il a juste tendu le fusil.
Oui, d'accord. Et ensuite, il passe par la porte de derrière, et tu marches derrière lui, et tu ne sors même pas de la buanderie. Non. Et bam, oui, Jen Shaw. J'ai entendu le verrou se fermer en premier. Je me suis retourné et j'ai couru jusqu'au bout de l'allée. Et quand le jury entendit tout cela, les menaces, la chronologie, le mobile, ils y crurent. À leurs yeux, l'histoire n'était plus compliquée. Il allait y avoir une condamnation pour les 3 vies volées, 6 enfants marqués et une famille brisée à jamais. Au début de 2019, près de 4 ans après qu'un cauchemar s'était déroulé dans une maison modeste sur Hanson Road, le procès de Robert Seth Denton commença enfin. La salle d'audience du comté de Sullivan, Tennessee, était bondée. Membres de la famille, forces de l'ordre, reporters et voisins silencieux qui avaient autrefois entendu les cris, tous étaient là. Chacun cherchait la vérité, chacun se préparait à la douleur. Pour l'accusation, l'affaire semblait claire. Ils dirent au jury que le 29 août 2015, Seth Denton, 19 ans, était entré dans la maison de sa famille avec un fusil et une intention sombre. En quelques minutes, 3 personnes étaient mortes. Sa mère, Tasha Milorn, son beau-père, James Milorn, et sa grand-mère, Lena Marie Rose. 6 enfants, ses propres demi-frères et sœurs, et un ami de la famille étaient dans la maison. Ils virent tout. Pendant 8 jours intenses, l'accusation exposa chaque détail glaçant. Photos de la scène de crime, témoignages d'enquêteurs et d'ambulanciers décrivant des sols glissants de sang et des enfants stupéfaits et silencieux. Des experts médicaux qui parlèrent des blessures des victimes avec une précision clinique et un poids émotionnel, et des témoins qui témoignèrent que Seth parlait souvent de sa mère avec haine. Il la haïssait, disait-il, profondément, à plusieurs reprises, et il ne l'avait pas caché. Ils présentèrent cependant des menaces, pas une fois, mais plusieurs fois. Des déclarations où Seth avait dit qu'il tuerait sa mère, voire toute sa famille. Pour les procureurs, ce mobile était la colle qui tenait tout ensemble. Il l'avait planifié, il s'était armé, et il l'avait exécuté. Mais ensuite vint la défense de Seth, une histoire bien plus embrouillée que celle proposée par l'État. Seth monta à la barre. Il parla calmement, mais pas sans émotion. Il admit avoir acheté le fusil, oui. Il admit avoir des munitions sur lui, oui. Mais les meurtres? Il dit qu'il ne l'avait pas fait. Selon lui, il était allé sur la propriété ce jour-là pour pratiquer le tir avec son grand-père, Curtis Rose. Il l'avait dit fait auparavant, du tir sur cible derrière la maison. Mais quelque chose n'allait pas. Seth affirma avoir entendu un coup de feu de l'intérieur. Il courut à l'intérieur et trouva sa famille déjà morte, stupéfait et terrifié. Il paniqua. Il courut. Il dit que Curtis était celui qui avait appuyé sur la gâchette, le grand-père qui vivait avec les victimes, l'homme dont la propre femme, fille et gendre faisaient partie des morts. Le même homme qui avait dit à la police qu'il avait poursuivi Seth et tiré sur lui dans un accès de rage. La défense pointa les incohérences. Curtis et Seth avaient tous deux du sang sur leurs chaussures. Certains détails dans l'histoire de Curtis ne correspondaient pas. Était-il vraiment dans la caravane à l'arrière tout le temps? Pourquoi avait-il attendu avant d'appeler le 911? Et pourquoi avait-il tiré sur Seth sans essayer de l'arrêter? En fin de compte, le jury fut laissé avec 2 récits contradictoires et une maison trempée de tragédie. L'un des 2 mentait, mais lequel? Ce qui rendit ce procès différent, ce n'était pas seulement l'horreur du crime. Ce n'était pas les 3 corps ou les 6 enfants qui en furent témoins. Ce n'était même pas la famille déchirée par les balles et les reproches. Ce qui rendit cette affaire inoubliable, c'est ce que personne ne dit. Car à travers des jours de témoignages émotionnels, à travers des heures de preuves médico-légales et de chagrin familial,
Pas une seule fois, l'équipe de défense de Seth Denton ne regarda le jury dans les yeux pour dire « il ne l'a pas fait ». Il ne pouvait pas. Ou peut-être ne voulait-il pas. Mené par l'avocat Ricky Curtis, la défense construisit son dossier non pas sur l'innocence, mais sur le doute. Au lieu de défendre fermement l'innocence de Seth, ils pointèrent du doigt quelqu'un d'autre. Son grand-père, Curtis Rose, présenta une version différente des événements. Une où Curtis aurait pu être celui à l'intérieur de la maison, lorsque les coups de feu retentirent. C'était une stratégie qui déconcerta certains et en convainquit d'autres. Seth Denton, le garçon devenu suspect, monta lui-même à la barre. Il dit à la cour qu'il était allé sur la propriété ce jour-là pour tirer sur des cibles avec son grand-père, qu'il avait entendu un coup de feu, était entré en courant et avait trouvé 3 corps, qu'il avait couru par peur, mais même son histoire ne nia jamais directement qu'il avait appuyé sur la gâchette. Au lieu de cela, la défense s'appuya sur le brouillard, sur les « et si » et les « peut-être ». Ils n'avaient pas besoin de prouver que Seth était innocent. Ils avaient juste besoin que le jury se demande si quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Après les témoignages, le jury rendit son verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le 7 mars 2019, Seth Denton fut condamné à 2 peines de prison, à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle, plus 5 années supplémentaires. Le juge le décrivit comme un danger pour la société, déclarant que la nature du crime, le nombre de victimes et le traumatisme infligé aux enfants survivants exigeaient la peine la plus sévère que la loi permettait. Pour les familles des victimes, le verdict apporta un sentiment de soulagement compliqué. La justice avait parlé, mais le coup était insupportable. 3 êtres chers disparus, une famille déchirée en 2, et 6 enfants laissés à porter des souvenirs qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir. La défense promit de faire appel. Ils soutinrent que des preuves clés, peut-être même des vérités, avaient été perdues dans la confusion de cette soirée sanglante, et que le rôle de Curtis Rose n'avait jamais été pleinement enquêté. Mais pour l'instant, l'affaire était close. Pourtant, la ville de Bristol se souvenait. Parce que ce n'était pas juste un meurtre, c'était une famille, brisée de l'intérieur. Une question de vérité qui divisa les lignées et réécrivit les souvenirs. Mais dans une affaire où la vérité était aussi tranchante que la violence, une question persiste encore. Quel genre de personne regarde sa propre famille dans les yeux, puis appuie sur la gâchette quand même? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, assurez-vous de regarder la prochaine vidéo. Je pense que vous l'apprécierez. Merci encore d'avoir regardé.